Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé désormais du mardi. Une médecine de la maladie et pas de la santé. 23 secondes, temps généralement accordé par le médecin à son patient avant de lui couper la parole une première fois. 15 minutes, durée moyenne d'une consultation qui se termine 9 fois sur 10 par la prescription d'un médicament dont une boîte sur deux ne sera pas utilisée. Ce constat, ce fait, ces chiffres ont contribué à la réflexion et au cheminement du docteur Alain Toledano, cancérologue, radiothérapeute, directeur du centre Hartmann à Neuilly, créateur en 2018 de l'Institut Raphaël, établissement de santé sociale et solidaire à Levallois. C'est son expérience d'une médecine plus humaine qu'il livre dans son dernier opus, L'art de soigner, aux éditions Humaine Science. Il est mon invité ce soir. Docteur Toledano, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et comment on passe de la cancérologie à la médecine intégrative. Vous êtes également créateur et directeur de la chaire de recherche en médecine intégrative au CNAM. Oui, exactement. Alors d'abord, merci pour votre invitation. C'est vrai qu'avant d'être cancérologue, ou quelle que soit la spécialité, on est d'abord médecin. Et c'est du patient dont on s'occupe. Alors évidemment que beaucoup d'entre nous ont quelques expertises pour trouver notre place, mais d'abord on pratique la médecine. Et la médecine, il va falloir qu'on mobilise toutes les connaissances pour prévenir, soulager et traiter les maladies, les blessures et les infirmités. Donc déjà dans sa façon de parler, dans ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. La médecine intégrative, docteur Toledano, c'est quoi ? Ouais. Alors la médecine intégrative, c'est d'exercer cette médecine. Alors on aime bien dire santé intégrative, même si on peut dire médecine intégrative, pour que tous les acteurs de santé, même les non-médecins, s'y retrouvent. Est-ce que dedans, on fait entrer les médecines douces d'autrefois, les médecines alternatives et complémentaires, ou c'est un concept différent ? Alors, on y est. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va intégrer ? D'abord, intégrer, c'est rassembler, fédérer, inscrire ça dans un ensemble. On va intégrer les dimensions de la santé psychologique, santé émotionnelle, santé sexuelle, santé sociale, et on va intégrer les interventions non médicamenteuses, ce que certains appellent à tort des médecines douces ou des médecines parallèles, ce qu'on préfère appeler des médecines complémentaires, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme, il y a des complémentarités. Donc la santé intégrative, la médecine intégrative, ça intègre tout cela pour le bénéfice du patient, tout ce qu'il y a de mieux dans la médecine traditionnelle et dans les médecines complémentaires, avec un patient au centre. On reprochait déjà à la médecine, dans les années 80, les années 90, le manque d'écoute et une médecine en pièces détachées où chaque spécialiste consulté s'occupait exclusivement de son domaine. Vous avez raison, Serge. Mais même nos auditeurs le savent bien. Souvent, les gens vont voir le médecin et ne se sentent pas écoutés. Et la plupart du temps, ils ont raison quand ils ressentent ça, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'opprobre sur une profession, ou la pierre sur les médecins, on doit tous faire notre autocritique. Mais ça veut dire que le système, il est contraint, il est à l'acte, qu'on passe peu de temps avec les patients et qu'on traite des maladies plus que des personnes. Et les patients, aujourd'hui, attendent autre chose la plupart du temps. Vous souhaitez qu'on écoute plus, qu'on dialogue, qu'on parle avec le malade et pas seulement au malade. Je me souviens, c'était le titre d'un ouvrage, Parler avec le malade. Il faut que les médecins, nous soyons dignes de la confiance que le patient nous octroie. Et la confiance, c'est un état psychologique qui est caractérisé par l'intention d'accepter sa propre vulnérabilité. Mais sur quoi on le fait ? Sur les croyances qu'on a, que notre interlocuteur va se comporter ou va avoir des bonnes intentions à notre égard. Comment vous voulez qu'un patient vous fasse confiance si on ne le regarde pas, si on ne l'écoute pas, si on ne le considère pas ? Donc c'est un appel pour que toute la médecine se mette au service du patient et pas uniquement à traiter la maladie de chacun de nos patients. Alors on va voir d'abord la santé et la médecine telles qu'elles sont proposées et pratiquées actuellement. Et pour vous, la santé, c'est évidemment pas seulement le silence des organes. Et vous dites dans votre livre, dans ma spécialité en cancérologie, longtemps, il n'y a pas de symptômes, d'où l'intérêt précisément de la prévention. Exactement. En cancérologie, on cherche à faire plusieurs choses. La première étant de gérer l'incertitude. C'est pas parce qu'on a de l'incertitude qu'il va falloir être pris de peur et vivre dans la peur. Il faut qu'on apprenne à gérer certaines incertitudes, mais au-delà de la médecine, le courant philosophique, il y a des courants religieux ou spirituels,
Non, c'est la question principale. La deuxième histoire, c'est de donner confiance et de générer de l'espoir. C'est pas parce qu'il y a de l'incertitude qu'on ne doit pas avoir espoir et croire en l'avenir. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une philosophie dans la médecine qu'on pratique. Est-ce que vous traitez que des organes? Et c'est Paul Valéry qui disait, la santé, c'est pas uniquement le silence des organes. Et c'est pas uniquement l'absence de maladie. Tout comme la paix n'est pas l'absence de guerre. Donc il faut se fier à ce qui est apparent, mais à ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de souffrances invisibles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de patients qui sont guéris. Il y a 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Eux et leurs aidants souffrent. Et des gens qui apparaissent guéris, qu'on regarde comme étant guéris, mais qui ne se sentent pas bien, parce qu'ils n'ont pas retrouvé leurs propres équilibres. Leurs équilibres au travail, leurs équilibres familiales, leurs équilibres dans leur vie intime. Donc aller conquérir ces équilibres ou compenser ces déséquilibres, c'est le sujet de beaucoup de gens qui ont des souffrances invisibles. Vous expliquez, vous dites, on a actuellement une médecine qui est trop centrée sur la maladie et les traitements, pas assez sur l'individu et sa vie. Oui, regardez, prenez la population, Serge, et nos auditeurs. 1/3 de la population souffre de troubles du sommeil. Alors nous, à l'Institut Raphael dont on parlera, c'est près de 70% de nos patients. Alors c'est quoi des troubles du sommeil? C'est des difficultés pour s'endormir, c'est des réveils nocturnes, des insomnies ou des apnées du sommeil quand c'est un peu plus médical. Bien sûr que si vous commencez à traiter une maladie, mais que le patient ne dort pas, il est irritable, il se sent moins bien, son corps est moins oxygéné, les traitements sont moins efficaces, plus toxiques. Donc les troubles du sommeil, c'est un symptôme majeur. Nos consultations et telles qu'elles sont formatées, à part pour les spécialistes du sommeil, elles ne prennent pas en considération correctement ce trouble important. Mais on pourrait dire de même De la dépression. le sentiment d'isolement, les troubles du transit intestinal ou la fatigue. Tiens, il y a beaucoup de gens qui nous disent « on est fatigué ». Mais vous n'allez pas donner une pilule magique. Quand on est fatigué, il faut analyser le sommeil, mais il faut analyser l'alimentation, le rapport aux autres, la psychologie, le microbiote, la flore intestinale. Il y a des symptômes comme ça qui minent la vie des gens. Et pour en sortir, ça nécessite une approche globale où on va d'abord devoir donner du temps. Le temps, c'est de la qualité. Et avoir plus d'un tour dans son sac, pas uniquement des médicaments, mais ces interventions non médicamenteuses. Et pas uniquement une ordonnance, vous dites on est dans une médecine qui est vraiment très prescriptive, 9 consultations sur 10 terminent par une ordonnance. Alors on peut faire moins. Un médicament, et puis finalement ces médicaments sont souvent pas pris. On peut faire moins. Regardez, nos collègues italiens, c'est 8 boîtes de médicaments par an par habitant, et en France on est à 18. Et ils n'ont pas une moins bonne santé apparente. Et c'est vrai que nous, on jette beaucoup de médicaments, on est beaucoup dans la consommation. Parfois, quand on a un bon entretien avec un patient, on parle, on dénoue des problématiques, on arrive à mobiliser ses ressources intérieures, à créer de la perspective. Parfois, on est plus efficace qu'en donnant un comprimé. Donc, c'est finalement restaurer la capacité d'écoute. Mais pour cela, il faut du temps et il faut aussi une certaine présence en consultation. Il faut porter attention à son patient et à ses symptômes. Et il faut avoir l'intention de l'aider. On n'a pas fait notre travail uniquement lorsqu'on prescrit des comprimés. Il faut qu'on puisse aller au bout d'un accompagnement qui souvent nécessite une équipe. Pas uniquement un médecin isolé. Le médecin a besoin d'une équipe avec des psychologues, des sophrologues, des sexologues, des nutritionnistes. C'est une façon de promouvoir une santé autrement, avec un travail en équipe autour du patient. On a actuellement une médecine qui est curative, qui n'est pas préventive. Et dans votre spécialité, bien évidemment, on peut le déplorer. Vous donnez des chiffres terribles, vous dites 80% des maladies cardiovasculaires et 40% des cancers seraient évités si on agissait sur le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids et l'environnement. Voilà, donc on a les facteurs majeurs, des facteurs de risque évitables. Alors on sait que certains cancers sont d'origine génétique, comme certaines familles où il y a plus d'accidents cardiovasculaires. Mais à partir du moment où 40% des cancers sont évitables, ou 80% des maladies cardiovasculaires, il faut qu'on se pose des questions, puisque moins de 3% de nos budgets sont alloués à la prévention. Ça veut dire qu'il y a toute l'éducation à faire, à refaire, une éducation sanitaire, et puis une prise en charge des facteurs environnementaux et comportementaux. On a des addictions, c'est vrai, le tabac est une drogue. Fait 75 000 morts par an en France, coûte 120 milliards d'euros par an, le tabac.
Et donc les campagnes anti-tabac, on voit bien qu'arriver à écrire fumez-tu sur un paquet ne suffit pas. Même l'augmentation du prix de la cigarette ne suffit pas. Ça sert à quelque chose, mais ça ne suffit pas. Donc en fait, la prévention sur les comportements, et puis on peut aussi parler d'autres toxicités qu'on connaît moins, la pollution. C'est que la pollution fait 70 000 décès par an. Un peu plus même, puisque c'est 9 millions de personnes qui meurent chaque année de pollution. C'est comme si la ville de New York disparaissait chaque année. Et en France, c'est près de 100 000 personnes. Donc il y a des facteurs nouveaux environnementaux. Le bruit, tiens. Là, c'est vrai que dans un studio de radio, on a peu de bruit. Mais il y a 3 millions de Français qui sont exposés à des toxicités sonores importantes. Et on dit qu'au-dessus de 55 décibels, un marché animé, on augmente par 3 le risque cardiovasculaire. Donc c'est un vrai sujet. L'exposition à la pollution, aux particules fines, au bruit. Donc cette santé environnementale, elle participe au bien vivre, mais elle participe aussi à la durée de vie, la quantité de vie. Or, on sait aujourd'hui que même si on a réussi à augmenter l'espérance de vie à 80 ans, dans les pays riches, pas l'espérance de vie en bonne santé, qui reste à 60 ans, et donc on est en train de fabriquer des cohortes de patients qui ont des maladies chroniques. On a 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques, et il va falloir prévenir cette situation en améliorant la qualité de vie et pas uniquement la quantité. Dans votre spécialité, Dr Toledano, vous entendez souvent la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour attraper ce cancer ?» Vous dites que cette question est trop tardive et culpabilisante. Vous préféreriez entendre « Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas attraper un cancer ?» Oui, vous avez raison. En fait, les gens avant, quand on leur annonçait une mauvaise nouvelle, le « qu'est-ce que j'ai fait ?» ça voulait dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Parce que la maladie était vécue comme une punition divine pour expier ses fautes. Maintenant, c'est un peu plus laïque la question, mais on nous dit toujours « mais qu'est-ce que j'ai fait, docteur ?» Mais sous-tendu, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que je dois manger bio? Je dois manger vegan, cétogène, sans sucre, le jeûne? Il y a plein de courants culturels, il y a plein d'hypothèses. On sait que la nutrition, ça va avec la culture, mais c'est vrai que les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour contrecarrer ce destin? Et donc, on le sait maintenant. Alors, tout le monde ne va pas manger crétois ou suivre le régime méditerranéen. Mais on a beaucoup de données, on a beaucoup de données sur l'alimentation ultra transformée, manger des fruits et légumes, arriver à consommer de la viande avec modération, mais il faut en consommer. L'alcool aussi avec modération. Donc il y a des nutritionnistes dont c'est le métier qui rentrent dans votre assiette et qui nous aident à nous porter en meilleure santé. Vous expliquez, vous dites que la médecine est certes une science, mais c'est une science humaine et elle doit rester une science humaine. Votre livre d'ailleurs s'appelle L'art de soigner. Donc, Oui, on a c'est quand vous rentrez en faculté de médecine, on vous dit, quand vous arrivez, il y a 2 ennemis à la médecine. La superstition et l'héritage des anciens. Autrement dit, la religion et la tradition. Alors quand on est né dans une communauté où la tradition est importante, parce que c'est notre lien avec le passé, c'est quelque chose qui est peu compréhensible. Mais c'est vrai qu'on veut écarter les croyances au profit des savoirs, parce qu'on veut baser sur des preuves notre approche. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir donner à la science toute sa force, mais il faut aussi que la médecine elle reste spirituelle. On traite des gens qui ont une âme, on soigne des corps et on soigne des esprits. Et on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Vous savez, Serge, quand les patients viennent nous voir, la plupart du temps, certains se disent « bon je vais faire ma vie à ma sauce, je fais ma prière, je vais voir mes médecins complémentaires, je vais déléguer mon corps à mon cancérologue, mais c'est moi qui vais m'occuper de moi. » Et en fait, ils dissocient leur corps et leur esprit. Et finalement, à un moment, ils sont malheureux d'avoir dissocié leur corps et leur esprit. Tout le projet, c'est d'arriver à les traiter de façon unifiée. Un corps et un esprit. On n'est qu'une seule entité. Et il ne faut pas que le médecin il se dise moi je vais traiter la tension artérielle, les organes, le poumon, et je laisse le patient souffrir dans son coin. On doit aller s'occuper des gens qui ont peur, des gens qui se sentent isolés, des gens qui ont besoin d'espoir. On ne doit pas s'occuper que de leur maladie. Vous dites qu'il faudrait que la médecine quitte les abacs, les instruments mécaniques, les tables de calcul et entre dans le détail de l'être. Exactement. Bien sûr, on l'a appris sur le plan philosophique. Aime ton prochain comme toi-même. On l'a appris sur le plan éthique,
avec Emmanuel Lévinas, qui parle de l'éthique d'autrui, le devoir vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'autre fragile. Eh bien, il faut qu'en médecine, par empathie, par devoir, c'est un engagement moral, on puisse arriver à pénétrer le monde de l'autre qui souffre pour l'accompagner de façon globale. Vous dites quelque chose qui m'a étonné dans votre livre. Vous dites que les femmes médecins ont meilleurs résultats que les hommes, affaire de présence, d'écoute, d'empathie. Oui, en fait, on commentait une grande étude américaine où on regardait sur des millions de gens à maladie équivalente, celle qui avait été traitée par des hommes médecins mûrs ou des femmes médecins plus jeunes. C'est comme ça que c'était présenté dans l'étude. Et on voyait qu'il y avait de meilleures guérisons. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont des outils différents. C'est probablement par tout ce qui est le comportement, la présence, la manière d'aborder la relation à l'autre. Et finalement, le patient est acteur de sa guérison. Et pour engager le patient, il faut lui laisser de la place. Il ne faut pas l'étouffer. Cette relation, elle est asymétrique de base, puisque le patient y dépose beaucoup plus que le soignant. Mais on ne peut pas assujettir le patient comme s'il était objet et que la réflexion, elle était au sachant qu'est le médecin. De toute façon, à l'heure de Google et de l'information libérée, on a des patients de plus en plus sachants. Et donc la relation entre le soignant et le soigné, elle ne peut pas être que paternaliste, autocratique. Elle doit plus l'être. Ouais. Voilà, le côté délibératif, informatif, où finalement le médecin et le patient, ils partagent de l'information. On va aider le patient à prendre une décision, on ne va pas décider à sa place. Un patient qui a envie de s'en sortir, on aura toujours de meilleurs résultats en qualité de vie et probablement en quantité de vie qu'un patient qui n'a pas envie de s'en sortir, qui a baissé les bras. Alors l'avenir de la santé pourrait être le modèle que vous avez développé à l'Institut Raphaël. Alors vous commencez par des réflexions qui effectivement nous interpellent. Vous dites l'hôpital n'est pas un espace bienveillant, c'est presque un échec. Oui, on a considéré que la santé c'était l'hôpital. L'hôpital ça nous sert bien sûr, on a besoin de nos hôpitaux. Mais on n'a pas besoin que de nos hôpitaux. La santé, elle se fait avant, ce qu'on a dit, en prévention. Elle se fait sur les structures en réhabilitation. Il y a la santé scolaire, il y a la santé au travail. Vous dites qu'il faut éloigner les patients de l'hôpital. L'hôpital va être important. Hein. Il faut le dire pour tous les gens qui travaillent à l'hôpital et qui s'investissent. Mais la santé, ça va bien au-delà. Donc en fait, on a créé un tiers-lieu. On l'a appelé Raphaël parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et moi qui suis juif, et mon associé musulmane, et l'autre est protestant, et l'autre est catholique. Donc on s'est dit... Dans toutes nos religions, finalement, ce qui nous convient bien, le dénominateur commun, c'est cet ange Raphaël. Et donc ce tiers-lieu qu'on a construit, on va y faire cohabiter les médecins et les paramédicaux, ceux dont on a parlé. Sophros, sexo, psychologues, nutritionnistes. Il y a 85 soignants de 40 disciplines. Vous dites on a favorisé la transdisciplinarité, la coordination des soins et on n'impose plus les traitements par le haut. Exactement. Donc le patient va être accueilli par une coordinatrice de parcours. Elles sont 7. Et lors d'un entretien dédié. Et on va C'est donc un échec, docteur Toledano. On disait le médecin traitant doit être le coordinateur de la santé. Et vous constatez qu'en fait... Non, le médecin traitant reste coordinateur, mais d'un parcours de santé sur des maladies. Maintenant, la coordination en santé à l'Institut Raphaël, elle co-construit un parcours qui va être orienté vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et nous avons décidé, comme une entreprise sociale et solidaire, d'offrir gratuitement les soins et de les évaluer. Et en 3 ans et demi, on a offert 52 000 soins évalués à 3 200 nouveaux patients, pour montrer que quand on s'occupe globalement de chaque patient, c'est mieux que si on s'occupait que de sa maladie. Vous essayez de retrouver le CARE. Vous pouvez nous dire un mot du CARE, C-A-R-E? Alors le CARE, oui, le CARE se traduit difficilement peut-être par le prendre soin. Vous savez, la différence entre la morale et l'éthique. La morale, c'est le bien et le mal, à l'échelle individuelle. L'éthique, à l'échelle de la société, c'est ce qui est bon pour la société, ce qui est mauvais pour la société. Notre éthique de société, elle s'est souvent basée sur la justice et le droit. Alors maintenant, on appelle l'éthique du CARE, cette nouvelle éthique de société. Les deux, il faut la morale et l'éthique. Il en faut, mais cette éthique du CARE, elle va nécessiter qu'on ait des attentions particulières, une disponibilité affective, une responsabilité émotionnelle, qu'on considère le soi sensible de chaque individu. Et il va falloir que cette philosophie, cette éthique de société puisse participer à la transformation de notre système de santé, qui doit se réformer. Un système qui est aussi coûteux, c'est près de 300 milliards d'euros aujourd'hui. On ne peut pas nourrir le mécontentement des usagers, la frustration des soignants,
avec des tensions financières. Voilà, exactement. On va pas y arriver non plus simplement en injectant de l'argent. Le système ne fonctionne pas. Le système a besoin de modifier sa culture et de remettre l'individu au centre. C'est la base de la refonte du système de santé. Et on peut y arriver, et chaque auditeur bien pensant doit savoir que si on espère diminuer de 30% la mortalité prématurée chez les gens de moins de 70 ans, et c'est faisable, à 10 ans, on peut économiser 10% de produit intérieur brut. C'est des centaines de milliards d'euros qu'on pourra réaffecter par ailleurs pour que notre société soit plus robuste, et en termes d'éducation et d'autres priorités. Donc la santé crée de la valeur, à condition qu'on fasse de la santé autour des patients, en coordonnant les parcours et en réinjectant de l'humain. D'ailleurs, il y a une crise de sens. En général, dans les systèmes de santé, on a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. 40% d'entre eux et d'entre elles veulent changer de métier parce qu'ils ne retrouvent pas le sens qu'ils voulaient donner initialement à leur action. Et c'est ce qu'on disait, même nos patients qui ont été traumatisés. Vous avez raison, parce que les dernières enquêtes là, qui sont faites, alors on avance à chaque fois les salaires, et on s'aperçoit que c'est en fait la troisième motivation, les finances. Et Mais en oui. fait, c'est le sens dont vous parlez. Mais les soignants le cherchent, les patients le cherchent. Quand vous voulez rebondir après un traumatisme, donc favoriser la résilience, c'est Boris Cyrulnik qui disait que la résilience, elle est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Donc le premier objet de la refonte, il est d'abord culturel. Même si on a besoin de ressources matérielles, c'est pas suffisant. Alors, sur le terme même proprement dit, on parle de l'assurance maladie et vous dites la terminologie est mal choisie. Il faudrait parler de l'assurance santé. Oui, parce que c'est très bien d'assurer. Assurer, ça nous permet de nous prémunir en cas de risque. Ça nous permet de faire des projets de vie. Donc l'assurance, c'est un super principe et c'est solidaire. Maintenant, l'assurance maladie, elle fonctionne comme le régulateur des coûts des actes techniques. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est assurer la promotion des modes de vie. Des modes de vie équilibrés. Et d'ailleurs, on assure aujourd'hui des gens non malades. Quelqu'un qui a une mutation génétique qui peut générer un cancer, une femme qui a une mutation d'un gène, par exemple BRCA, on lui dit on va en faire une mastectomie, on va enlever les seins et reconstruire pour diminuer le risque qu'elle ait un cancer du sein. Eh bien, c'est de la médecine des gens non malades. Donc là, on va s'occuper de la santé. L'assurance maladie ne s'occupe plus que de la maladie. La prévention, c'est pareil. Il faudrait qu'on mette des points de la bienveillance autour des conduites préventives. Ceux qui font du sport, dans certains pays avoisinants, en Europe, cotisent moins que ceux qui n'en font pas. Donc l'assurance santé doit être la prochaine étape après l'assurance maladie. Vous expliquez, il ne faut plus seulement traiter, il faut aussi et surtout prendre soin. Oui, parce que c'est une conduite humaine qu'on doit mener d'abord avec nos cerveaux, et c'est les cerveaux qui pilotent les corps, et on ne peut pas dépenser sans compter pour un système basé sur la matérialité, uniquement le corps et la maladie. Il va falloir qu'on se réveille, mais spirituellement, pour transformer notre santé en France et ailleurs. C'est important, la qualité et la quantité de vie. On s'est obnubilé beaucoup sur la quantité, sur l'allongement de l'espérance de vie. On se rend compte que la qualité pour vous est quelque chose d'essentiel. Oui, le règne de la quantité. On a besoin de quantifier, on a besoin de rationaliser, surtout lorsqu'il y a une économie derrière. Mais le règne de la quantité nous a fait oublier que la qualité de vie avait sa place, et une place majeure, et qu'il fallait, même dans la recherche, qu'on aille vers de la recherche qualitative avec la recherche quantitative, et puis que ce soit nos valeurs qui nous portent, et pas uniquement nos économies. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'art de soigner, aux éditions Humaine Science. Docteur Toledano, je vous remercie. Bonne route, bonne continuation. Merci à vous. Bon, je vais dire ici un petit peu plus. Attends, de toute façon, est-ce qu'on le coupe avec le générique? Enfin, bon, c'est vite. Non, comment? Ça passe demain. Ça passe demain soir à 21h. Oui. Bon, bah merci. C'est plus commode. Alors, c'est pas en direct, mais je peux pas faire venir les patients à 21h, donc c'est mieux. Toutes les interviews sont plutôt à 13h. Mais super. Non, mais merci beaucoup, Serge.
Super. Ça te va D'avoir ça, mis je en pense, valeur. Ah ben, on a mis en avant hein, je pense. les contenus, quoi. Je suis content. Je suis content. Merci beaucoup pour ton invitation. Qu'on puisse faire changer les choses. Moi, quand j'étais à l'hosto, j'étais déjà, tu vois, enfin, on disait un petit peu la même chose. Les valeurs sont partagées. Oui,